Bonjour Jean-Baptiste Cloart. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Baptiste, vous êtes cofondateur et CEO de l'entreprise Flowlity, une société spécialisée dans la prévision et la planification. Une jeune société qui a été créée en 2019 et qui depuis connaît un certain succès. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé l'aventure ? Et pourquoi ? Pourquoi et comment je pense qu'on ne tombe pas dans le supply chain planning par hasard. Ouais. Donc auparavant, moi j'avais travaillé chez différents éditeurs de logiciels. J'ai notamment été responsable du produit SNOP chez Quintic qui a été racheté par Dassault Systèmes. Et après j'ai travaillé pour la société Anaplan. J'avais vraiment aussi une envie d'entrepreneuriat. J'ai rencontré Karim à ce moment-là au sein d'un accélérateur qui s'appelait Entrepreneur First. Et on s'est dit quand même sur le supply chain planning, il y a beaucoup de choses à faire. La plupart des solutions qui existent sur le marché sont pénibles à utiliser, coûtent cher. Il y a des taux d'échec importants sur les projets. La plupart des clients et des utilisateurs s'en plaignent. On s'est dit quand même, il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux. On est tous les deux ingénieurs en mathématiques appliquées. Et donc on s'est dit aussi, alors c'était déjà l'IA, mais c'était moins qu'après ChatGPT, on s'est dit quand même, l'IA peut nous permettre d'offrir une expérience qui soit à la fois plus performante et un outil qui soit plus simple à appréhender, à prendre en main. Et voilà comment a commencé l'aventure en 2019. Donc l'idée, c'était finalement de créer une entreprise qui était fondamentalement différente des autres, dans la mesure où elle est nativement IA, c'est ça ? On a construit le produit en étant nativement SaaS. Bon, ça, c'était pas non plus une révolution en 2019, il y avait déjà des SaaS. Et naturellement, aussi autour de l'IA. D'ailleurs, notre premier recrutement, quand on a commencé avec elle, notre premier recrutement, c'était un chercheur, c'est un expert du machine learning qui donnait des cours de data science à l'unité à Paris-Sorbonne, qui était un des premiers classés français sur Kaggle, les compétitions de machine learning. Voilà, on a construit déjà l'équipe autour de ça. Et puis c'était notre intuition de départ. L'intuition de départ, c'est que en fait, l'IA peut nous permettre d'offrir un produit qui soit plus simple à appréhender pour les planificateurs. Donc, ce n'est pas l'IA pour remplacer les planificateurs, mais pour leur simplifier la vie, pour faire en sorte que le produit soit plus simple à prendre en main et plus performant. Et voilà, c'était l'intuition de départ qui a amené à la création de la société. Vous allez nous expliquer tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'apporte l'IA par rapport aux solutions plus classiques. Comment ça s'est passé au début ? Comment vous avez, parce qu'une chose est de lancer un produit, après une autre est de conquérir le premier client. Comment ça s'est passé ? C'est super dur en vrai. C'est pas le genre de secteur où c'est facile. On a commencé, donc quand on a commencé avec Karim, la première chose qu'on a fait avant de créer quoi que ce soit, c'est qu'on a parlé à plein de gens. On a fait plein d'interviews, on a parlé à une centaine de directeurs supply chain pour essayer de comprendre les problèmes les plus importants auxquels ils faisaient face, pourquoi ils ne les avaient pas résolus, pourquoi potentiellement ce qu'ils avaient regardé sur le marché n'avait pas répondu à leurs besoins. Et puis à l'issue de ça, on a commencé à créer les premières briques de la solution. À partir de là, on s'est dit, OK, de toute façon, on est tous les deux, voilà, on était sans activité, donc il fallait quand même qu'on aille assez vite pour se rémunérer et puis commencer à générer un peu de chiffre d'affaires. Donc on s'est dit assez vite, il faut qu'on trouve des clients qui soient prêts à se lancer sur un test, un prototype, et qu'on les amène sur... qu'on serve de ça pour aller lever de l'argent et puis des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs ou des co-constructeurs avec nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement, j'ai pris LinkedIn, j'ai envoyé plein de messages. Je me suis fait bannir de LinkedIn pendant 24 heures parce qu'ils ont cru que j'étais un bot tellement j'envoyais de messages. Mais ça a fini par payer. Il y a le premier qui nous a répondu, c'était un directeur supply chain de Saint-Gobain. Et l'histoire, elle continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et il n'y a pas de secret, c'est plutôt difficile au début, il faut trouver les premières personnes à nous faire confiance. Voilà. Et ce qui est très marrant, entre guillemets, c'est que dans mes positions auparavant, je pouvais avoir un rôle d'expert. Et puis quand on recommence en tant que débutant sur un nouveau il y a tout à prouver. Donc c'est pas forcément facile de trouver des gens qui font confiance au début, qui sont prêts à investir du temps, mais une fois qu'on les a, on peut capitaliser sur ça et puis grandir à partir de là. C'est comme ça que ça a commencé. Donc trouver des clients, mais trouver aussi des financements. Donc là, on est en 2019, donc il y a le premier tour de table qui arrive. Exactement. Donc on se sert donc de Saint-Gobain et potentiellement d'un ou deux autres clients à l'époque pour faire un premier tour de table
qui arrive en juin 2019. Donc là, on fait un tour de table d'1 million d'euros auprès d'un fonds allemand qui s'appelle 42 Cap. Et ça nous sert surtout à créer l'équipe qui va construire le produit. Parce qu'avant, on avait des algorithmes, des choses qu'on avait construites, mais ce n'était pas un produit prêt à être industrialisé. Donc on recrute l'équipe, on monte à 8 personnes, je crois, en 2019. On construit le produit sur un an. Et puis après vient le Covid, qui fait que c'est bien, on avait le temps de construire le produit parce qu'il y avait tout s'était arrêté. C'était ma question suivante. Donc là, on arrive en plein moment du Covid, là au moment où on ne peut plus rien prévoir, on ne peut plus rien planifier parce que tout s'arrête. Mais vous en profitez de cette période-là pour continuer à travailler. Les gens se disent c'est génial parce que ça balaye notre intuition marché. Parce que en fait, la base de ce qu'on avait identifié, c'est que la plupart des solutions qui existent sur le marché ne sont pas du tout adaptées pour réagir à l'incertitude et à la volatilité. Elles ont plutôt pensé de manière un peu déterministe en se disant voilà, je fais une prévision parfaite, je fais un plan parfait, mais dès qu'il y a un peu d'aléa dans tout ça, ça tient pas très bien la route. Et donc on s'est dit le Covid met en avant le fait que les supply chains sont naturellement imprévisibles, sont très volatiles, incertaines et complexes, et donc il faut une autre manière de planifier. Et donc ça nous a plutôt conforté dans nos intuitions. Et voilà, ça nous a conforté dans le produit qu'on construisait. Et ça nous a amené à signer nos premiers clients en production aux alentours de l'été 2020, il me semble. C'était à peu près dans ces horizons-là. Juste de sortir du Covid, du confinement, oui. Au moment où on a eu... Puis après, on est retourné en confinement, mais c'était... Alors, si on revient sur les contours du produit, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Donc, c'est un produit, on a bien compris, qui est spécialisé dans tout ce qui est prévision, planification, mise en œuvre du SNOP, mais plus précisément, qu'est-ce qu'il propose? Donc, on a un produit aujourd'hui qui fait l'entièreté de la prévision et de la planification de la chaîne d'approvisionnement. On va de la prévision de vente des produits finis, le plan de distribution, le plan de production usine, l'approvisionnement matière. Et on pilote ça par une planification technique et stratégique. Donc aujourd'hui, on fait l'entièreté de la planification et de la prévision. On a commencé au début sur vraiment la partie prévision, optimisation des stocks et approvisionnement. Et puis au fur et à mesure des années, on a étendu notre suite. Et même là, on ajoute un nouveau module qui est un module de pricing et d'optimisation de promotion, qui est notre nouveau module qu'on est en train de construire. Ce qui fait la différence de Flowlity, c'est qu'on est sur un modèle de prévision et de planification complètement automatisé. On n'est pas du tout sur l'APS à la papa, où en fait je reprends mon Excel, je me mets au début du mois, je me pose la question de comment je vais faire ma prévision, mon plan. Dans Flowlity, tout tourne de manière automatisée. Donc tous les jours, en fait, on a une nouvelle prévision, un nouveau plan qui se recalcule. Donc basé quand même sur des historiques. Basé sur des historiques ou sur potentiellement d'autres types de données, mais on va avoir ça qui se met à jour tous les jours. La prévision, les recommandations d'achat, de production ou distribution. Et donc, les utilisateurs vont venir travailler uniquement pour résoudre des problèmes et des alertes, des exceptions, ou améliorer les paramètres en continu. Donc, on n'est pas sur... en fait, on n'est finalement pas un logiciel de prévision de planification. On a un logiciel qui produit des prévisions et des plans dans lequel les utilisateurs vont être amenés à uniquement piloter l'amélioration continue. D'accord. Et en quoi l'IA, justement, booste cette planification? Donc, on a une équipe de recherche chez Flowlity qui est de 4 personnes, qui sont soit des docteurs, soit des ingénieurs, soit en machine learning, soit en optimisation. Et le but de cette équipe de recherche, c'est d'infuser l'IA sur plein de pans de notre solution. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps de tout décrire, parce qu'il y a plein de cas d'usage, mais je vais prendre les principaux. On a notamment, donc, forcément sur la prévision. Donc, pour faire la prévision, on a ce qu'on appelle des agents IA qui vont exécuter des tâches que feraient des planificateurs manuels de manière automatisée. Notamment, par exemple, le nettoyage de toutes les séries temporelles, trouver les anomalies, trouver par exemple les ruptures passées pour les compléter, trouver les produits similaires. Par exemple, on a un lancement de nouveaux produits, on va automatiquement trouver... Ça, pour les planificateurs, c'est du temps passé. C'est du temps passé qu'on va venir simplifier. À tout moment, ils peuvent reprendre la main, parce qu'on a aussi un super moteur, on a une interface utilisateur probablement la meilleure du marché, sur lequel on va pouvoir en fait reprendre la main à tout moment parce qu'on veut que nos utilisateurs soient dans le contrôle, mais néanmoins voilà, on a beaucoup investi sur le moteur. Puis après, on a forcément la prévision. La prévision, c'est plein d'algorithmes de machine learning, parce qu'en fait on va venir avoir plein de modèles, et puis après on a un métamodèle qui va reprendre tout ça pour faire une prévision optimale, qui va utiliser des données internes et externes, donc par exemple la météo. L'auto apprend au fur et à mesure, c'est ça. Et puis on va prendre des données extrinsèques comme la météo, les données économiques, voilà.
Après, on a, ce qu'on va faire, ce n'est pas des prévisions, c'est des prévisions probabilistes. Donc, on va définir des probabilités issues de notre prévision pour optimiser les stocks en continu, de manière adaptative, sur l'ensemble des éléments dans la chaîne. Donc, c'est un peu comme la même philosophie du DDMRP, mais avec les sciences en plus derrière, qui vont nous amener à vraiment auto-ajuster les stocks sur tous les échelons pour globalement minimiser les ruptures et minimiser les stocks. Après, on a un outil tactical qui fait des simulations, un peu comme des simulations de Monte-Carlo, pour trouver quel est le bon équilibre sur l'ensemble des paramétrages pour atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes de valeur de stock et de disponibilité. Bref, vous voyez qu'en fait, on est un peu partout. Et là, sur le pricing, on a encore des nouveaux algorithmes qui vont arriver. Donc, on travaille en continu dans le but d'offrir quelque chose de complètement différent et d'unique par rapport à ce qui peut exister sur le marché. Alors, effectivement, travailler faire des planifications et avoir un outil qui permet de faire des prévisions automatiques, ça permet effectivement de faire gagner du temps aux planificateurs, mais est-ce que ça améliore les prévisions? C'est-à-dire que ce que les prévisions sont, est-ce que vous avez la preuve, que vos prévisions sont meilleures qu'avec un outil du marché? Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de savoir ce que les autres font, parce qu'on n'a pas des clients qui utilisent les deux. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure notre performance et on mesure la performance ou la valeur ajoutée que les utilisateurs amènent potentiellement en écrasant la prévision ou en l'ajustant. On mesure aussi notre performance par rapport à des modèles classiques type Arima, BestFit, qu'on peut trouver dans 95% des éditeurs du marché qui sont plutôt installés. Donc déjà, ce qu'on appelle le FVR, donc l'amélioration de précision de la prévision par rapport à l'ARIMA et par rapport au modèle classique, on est à peu près à plus 15 points en moyenne d'accuracy. Donc il y a déjà une marche importante. Et ce qu'on regarde par rapport aux utilisateurs, ce qui est le plus important, c'est de voir quand est-ce que les utilisateurs dégradent la performance versus quand ils l'améliorent. Et là, on est sur 90-95% du temps, une dégradation de la performance des utilisateurs. Donc la plupart du temps, en fait, ils vont plutôt dégrader la performance de la prévision que de l'améliorer. Et donc tout notre travail, ça va être de les amener à se focaliser sur la modification de la prévision, uniquement sur les choses où il y a de l'intérêt. Et d'ailleurs, c'était une petite histoire qu'on a eue avec Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, on a beaucoup d'historique pour le coup, parce que c'est notre premier client. Et en juin, on a eu un premier Steerco. Enfin, on a eu le dernier Steerco où ils nous ont montré pour la première fois qu'ils étaient arrivés pour la première fois à avoir une prévision donc finale, consensus, qui a dépassé la prévision Flowlity, mais parce qu'ils ont interdit les modifications en masse manuelle et qu'ils ont vraiment mis un process où ils modifient uniquement sur quelques typologies de produits, typiquement les nouveaux produits, on n'a pas l'historique et ils vont pouvoir ajouter l'intelligence, ou des produits extrêmement stratégiques qui sont liés à des contrats, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que je peux vous amener comme preuve concrète. Ouais. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Quelles sont les typologies de marché que vous ciblez en priorité et quels sont vos clients? Aujourd'hui, on a un portefeuille de clients assez diversifié entre des industriels, des distributeurs, des grossistes, des gens qui sont plutôt de taille moyenne et des grands comptes. Je pense que le client typique Flowlity aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle mid-market pour nous. Donc c'est quelqu'un qui fait 100 à 500 millions de CA à peu près. Qui est aussi, je dirais que à peu près 60-70% de nos clients sont plutôt dans la distribution versus l'industrie. Donc voilà, c'est plutôt ça. Donc après, on peut citer des marques? Ouais, alors les plus connus, alors c'est pas forcément les plus représentatifs parce que c'est les gros clients que tout le monde connaît, mais voilà, des Saint-Gobain, Sport 2000, des Hutchinson, des Camif, un énorme compte aux États-Unis qui s'appelle BorgWarner. Enfin, ça, c'est les plus connus qu'on a dans le portefeuille. Et puis après, il y a bien sûr plein de clients qui sont un peu moins connus, mais qui sont très importants. Donc depuis 6-7 ans que vous existez, donc une forte croissance, beaucoup de nouveaux clients. Néanmoins, vous procédez à un deuxième tour de table pour asseoir ce développement et puis vous permettre d'investir encore dans le développement, c'est ça? C'est ça. En fait, en fin 2021, donc, on avait construit ce premier produit. Donc très bien, les résultats étaient prometteur. Maintenant, le but pour nous, c'était, on est arrivé à la fin de ce financement, c'était de continuer à nourrir la croissance de la société. Donc, on a fait un deuxième tour de table début 2022 avec l'ambition, pour le coup, d'investir un peu plus sur la partie force commerciale, un peu moins sur le produit, parce qu'avant, tout seul, et c'est ça, ça a été ça l'ambition de 2022. On a fait un tour toujours avec notre investisseur historique, donc E42 Cap, et puis un fonds belge qui s'appelle Fortino, et aussi un fonds français qui s'appelle OSS.
Et donc, on a fait ce tour de table en 2022. Et puis là, on est arrivé à une autre époque où, en fait, on est maintenant complètement profitable et puis on grandit de manière autonome. Après, est-ce qu'on sera amené à faire des tours de table dans le futur ? Potentiellement, notamment potentiellement financer une croissance aux États-Unis où on sait que ça coûte pas mal d'argent d'aller s'implanter là-bas. Mais aujourd'hui, on est en croissance autonome. Comment vous voyez l'évolution du marché ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se met un petit peu à l'IA. Hein. Il y a des gros acteurs aussi qui investissent ce marché. Comment vous, petite société encore, vous vous positionnez justement par rapport à ces grands acteurs ? Par rapport à l'IA, je pense que, disons que ceux qui en parlent le plus, et sont pas ceux qui en font le plus généralement. Mais ce qui est sûr, c'est que donc nous aujourd'hui, si je suis transparent, notre véritable cœur de métier et là où on a un véritable on gagne de manière régulière et quasiment maintenant systématique, c'est sur des clients de taille moyenne. On n'est pas encore capable de gagner des RFP sur des grands comptes, plus 5 milliards. Est-ce qu'on a le produit pour le faire ? Tout à fait. Mais on n'est pas encore en compétition sur ces sujets-là, parce qu'on n'est pas encore sur le top du cadran Gartner et qu'on n'a pas donné assez d'argent à ce niveau-là. Mais un jour, on y arrivera. Et au niveau du produit, par contre, notamment, c'est ce qu'on va voir avec Saint-Gobain, notamment par exemple en supply chain event, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, maintenant on est arrivé chez Saint-Gobain à faire une planification de bout en bout. On va gérer la distribution sur. On parle de quelle activité chez Saint-Gobain ? Chez les pare-brises de voitures. D'accord. Distribution, garage, entrepôts locaux, 27 en Europe, entrepôt central en Belgique. Usines de production, Roumanie, Estonie et Pologne, et approvisionnement matière. Et ça, l'entièreté du flux géré dans Flowlity. Donc aujourd'hui, probablement, vous avez un pare-brise sur votre voiture sécurité a été planifié en Flowlity. Et ça, on sait que si on avait eu un appel d'offres du groupe Saint-Gobain, on aurait eu peu de chances de gagner, mais le fait d'avoir commencé par un petit scope et d'itérer au fur et à mesure nous a permis de faire tout ça. Donc maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est de continuer en fait à signer tellement de clients parce que je pense qu'on a probablement l'un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur produit du marché. Maintenant, c'est d'arriver à avoir la masse critique, construire notre image de marque pour pouvoir signer de manière systématique ces clients d'une certaine taille. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 19 dans la société. 19. Et puis, on a des ressources qui sont quasi toutes en France. Et puis, mon associé qui est en Espagne. Et puis, on a quelqu'un aussi au Portugal. Voilà. Comment vous voyez dans les 5 ans qui viennent, par exemple ? Alors, aujourd'hui, donc pour nous, le but, c'est de passer, et c'est ça notre sujet principal, c'est de passer d'une image de commencer à être reconnu, forte croissance en France, à faire la même chose à l'étranger. Donc là, on est en train d'investir sur les capacités de prospection et de marketing sur différents pays. On va recruter en Espagne, notamment, en ce moment. En plus de ça, au niveau produit, la question qu'on se pose toujours, c'est on investit constamment dans le produit, c'est comment on peut l'amener encore plus loin pour créer encore plus de différenciation par rapport aux autres éditeurs qui existent sur le marché. Donc là, on est en train de construire ce produit, ce module de pricing et promotion qui va nous donner quand même quelque chose d'assez unique pour les industries chez qui ça fait sens, donc notamment la distribution, le retail et le e-commerce. Donc ça va être super intéressant. On est en train de construire aussi d'autres briques qui nous amènent à prendre encore plus de valeur et puis de différenciation par rapport à l'existant. Alors, on continue à investir fortement sur le produit. Votre développement passe aussi par vous faire connaître, donc la communication, la présence sur les salons. Quels sont les prochains événements sur lesquels vous serez ? Supply Chain Event dans 2 ou 3 semaines. Donc on aura un stand, on aura une conférence, donc je disais avec Saint-Gobain en plénière le mercredi à 10h, il me semble. Et puis après, donc on a les salons internationaux, Pays-Bas, aux États-Unis, dans un certain nombre de salons planifiés. Et en France, j'ai pas tous les événements en tête, mais on peut nous voir à gauche, à droite. Et puis, si les gens veulent nous voir, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire.
Mais écoutez, je pense qu'ils ne manqueront pas de le faire. En tous les cas, on se donne rendez-vous donc sur le prochain événement Supply Chain Event, donc, qui a lieu mi-octobre, j'ai plus les dates en tête, 15 et 16 je crois, de mémoire. 14-15. Ouais. 14-15 octobre, donc sur le stand de Flowlity. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Jean-Baptiste Clouard. Je répète que vous êtes le CEO donc, de la société Flowlity. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous.